Morning Business. Le débat. La rupture conventionnelle est sur la sellette. En tout cas, c'est une nouvelle piste du gouvernement pour faire des économies. Il faut dire que ça coûte très cher, notamment à l'assurance chômage, car vous savez que cette rupture conventionnelle qui concerne 500 000 salariés par an désormais permet de à la fois s'entendre à l'amiable, sans risquer un contentieux, et ensuite être indemnisé au chômage. Nicolas Dose. Ça fonctionne très bien, mais comme toujours, il y a des effets d'aubaine probablement, et effectivement, on se rend compte que vous en avez 2 fois plus entre 55 et 60 ans qu'entre 50 et 55 ans. On est exactement dans la lignée de ce qui s'est passé la semaine dernière, quand le gouvernement dit, on va commencer à s'intéresser à la durée d'indemnisation passé 55 ans. Maintenant, on commence à s'intéresser à ce dispositif qui coûte de l'argent. Alors, c'est tous ces mécanismes qui ont vu le jour pour de bonnes raisons. On indemnise plus les plus de 55 ans parce que c'est plus difficile pour eux de retrouver un job. On crée cette rupture conventionnelle pour lever la fameuse peur d'embaucher, et notamment à l'époque où on voulait faire la promotion du CDI. Aujourd'hui, on nous rappeler que ça permet notamment aux employeurs de savoir exactement quand ils embauchent quelqu'un, combien ça coûtera le jour où ils voudront s'en débarrasser. Comme vous l'avez dit, ça évite les contentieux, ça évite les avec les barèmes notamment, ça évite les quantités, mais même de lourdeur. C'est tellement plus simple. Mais là, encore une fois, exactement comme avec l'histoire de l'indemnité du chômage passé 55 ans, vous vous rendez compte que c'est une facilité, une souplesse qui est donnée, mais qui est en fait payée par les comptes sociaux. Et vous voyez, on commence à voir en quelques jours s'incarner la fameuse formule: en laissant notre modèle social en l'état, le plein emploi est inaccessible. On voit bien qu'on commence à voir ce que ça veut dire d'aller toucher au modèle social, par petites touches bien sûr. Au moment où on donne la main aux partenaires sociaux pour repenser l'intégralité du travail des seniors, c'est à mon avis assez malhabile, parce qu'ils le prennent très mal, ils ont le sentiment qu'on leur coupe l'herbe sous le pied, ce qui est un peu vrai. Elisabeth Borne, d'un côté, leur dit: allez-y, on vous redonne la parole, on attend de vous des progrès, vous avez jusqu'au 15 mars, et en l'espace d'une semaine, le gouvernement met les pieds dans des prérogatives qui normalement devraient leur être dédiées. Donc c'est un peu bizarre comme façon de faire. Enfin voilà, notre modèle social en l'état, restera-t-il en l'état? Comment peut-il être modifié? Je crois qu'on commence à voir à peu près où est-ce que les curseurs se positionnent. Jean-Marc, vous iriez plus loin, non? Vous attaquez le généralement, CDI. Il va plus loin. Vous attaquez le CDI, Jean-Marc? Pas le CDI en tant que tel. Il n'y a plus de demande de CDI. Oui. Ce que je considère, c'est que il faut qu'on puisse mettre un terme à une relation contractuelle par un simple SMS. C'était dans un sens ou dans l'autre. Mais avec accès à l'assurance chômage, d'ailleurs. Alors après, il faut voir effectivement comment pour l'assurance chômage, je pense que l'assurance chômage devrait être privatisée. Je pense que c'est une assurance. Et une assurance doit être gérée par des compagnies d'assurance. Mais d'accord, mais accès ou pas accès? Oui. Si on démissionne, effectivement, il faut voir quel est le contrat d'assurance qu'on a vis-à-vis de l'assurance chômage. Oui, mais attendez, façon vous allez trop vite, Jean-Marc. Dans la rupture conventionnelle, il y avait quand même des bonnes choses. Il y avait la première bonne chose, c'était effectivement, ça permettait de rompre avec son employeur sans risquer derrière une longue procédure, un long contentieux. Chacun négocie et ensuite, il y a un barème et donc c'est une tranquillité juridique pour l'entreprise. Le deuxième volet, c'est peut-être ça qu'il faut discuter, c'est dans quelle mesure ça donne accès en plus à l'assurance chômage. Dans cette affaire, effectivement, ce que je trouvais assez bien dans le dispositif, c'est que c'était normalement sur la base d'une négociation, donc dans une logique contractuelle, avec simplement une référence il fallait envoyer le contrat à la direction régionale de l'emploi, qui change de nom régulièrement, donc maintenant c'est direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et de la solidarité, et puis ensuite, effectivement, vous aviez une rupture et chacun rentrait chez soi. Ouais. Je pense que ce sens vers la simplicité était quelque chose de tout à fait normal. Ce que je constate, vous dites, c'est qu'il y a 500 000 ruptures. Avant la Covid, en 2019, il y en avait eu 390 000. Donc, il y a eu une amplification de ce mécanisme. C'est-à-dire que, de nouveau, un certain nombre de gens se sont aperçus que le mécanisme en tant que tel est plutôt conçu, si je reprends l'expression que qu'utilisent les spécialistes de l'emploi, pour les insiders plutôt que les outsiders. Et je pense que c'est ça le but de la réforme. Ce à quoi s'attaque le gouvernement, maintenant, c'est un code du travail, une organisation du travail, une organisation du marché du travail qui avait été dénoncée déjà il y a 30 ans par le rapport Matteoli et par l'OCDE, qui est organisé autour des insiders déjà, qui sont déjà en place. Et qu'à partir de ce moment-là, ça a comme conséquence d'empêcher les gens qui sont à l'extérieur de rentrer. On est très préoccupé par ceux qui vont perdre leur emploi. On est beaucoup moins préoccupé par les gens qui sont de toute façon exclus du marché du travail. Ça avait comme une vertu, c'est que justement les gens qui étaient exclus du marché du travail pouvaient y rentrer plus facilement parce que l'employeur n'avait plus peur
de devoir se débarrasser d'eux en 2 ou 3 ans après. Absolument. Mais c'est pour ça qu'il faut aller beaucoup plus loin. Il faut, oui, il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller sur ce que j'appelle la rupture par SMS, c'est-à-dire et ensuite, pour chaque individu, définit son rapport à l'assurance chômage sur des bases qui soient des bases qui, là aussi, doivent être des bases contractuelles. L'assurance chômage, c'est une assurance. Et donc, ça devrait être privé et géré par des organismes en concurrence, ce qui est le cas aux États-Unis. Aux États-Unis, pour vous assurer contre le chômage, vous avez des compagnies d'assurance dans certains États qui vous assurent contre les conséquences du chômage. Je ne pense pas qu'on va privatiser l'assurance chômage en France. Objectivement, je pense que ça n'arrivera pas. Le gouvernement est en train de s'attaquer à des dispositifs qui finalement aboutissent à des résultats contraires aux résultats souhaités au départ. On voulait lutter contre, favoriser l'emploi, finalement on se dit qu'il y a peut-être du chômage à la clé. Et de la je suis pas d'accord. De la même manière, on a voulu favoriser le CDI, alors finalement il y a une demande de CDD très importante. On a voulu surprotéger les plus de 55 ans au chômage parce qu'ils avaient plus de mal à retrouver un emploi. Et on a fabriqué une antichambre de 36 mois qui permet de faire financer la fin de vie active. Ça a quand même vraiment débloqué l'embauche. Et donc c'est hyper positif quand même. C'est positif. Vous avez, c'est toujours l'histoire des coûts-bénéfices. C'est l'histoire des coûts-bénéfices. Oui, c'est ça. On regarde et on fait le bilan. Il faut aller plus loin. Encore une fois, puisqu'on est lundi, c'est simplex, sigillum, veri. C'est dans la simplicité qu'on trouvera la vérité. C'est pas plus on simplifie les choses, mieux ça va. Mais vous savez que le diable est dans les détails. Je ne sais pas si ça se dit en latin aussi. Oui, absolument. Diabolus detaius. Diabolus detaius. Sûrement, ça se dit comme ça.